Qui a entendu parler d'open banking dans la salle? D'accord. Donc on n'a pas du tout la représentation mondiale de la population du Quidam sur le sujet. Aux États-Unis, il n'y a que, allez, 30, au maximum 45% des gens qui ont entendu parler. Ici en Europe, si on est à 30%, c'est le bout du monde. Donc on va parler entre nous d'open banking, mais open banking, c'est un sujet qu'on connaît quand même pas mal ici, parce qu'on y travaille, parce que open banking c'est centré bancaire, et quand on parle de néobanque, un minimum c'est quand même de savoir comment est-ce qu'on s'articule avec les uns avec les autres. Quand on parle d'open assurance, c'est pareil. Cependant, et aujourd'hui c'est un peu le thème de la journée, on va parler de l'open banking, mais plutôt dans la valeur d'usage que ça apporte au commun des mortels. Donc, un petit peu à vous quand même, parce que vous avez deux casquettes. Une casquette qui ne connaît pas l'open banking, mais qui l'utilise sans forcément le savoir. Et puis une autre casquette qui l'utilise tous les jours, mais plutôt pour le boulot. Voilà. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie, donc je suis absolument plus juge et partie. D'ailleurs, pour animer cette table ronde, eh bien, il y a différentes personnes qui vont venir tour à tour parler de leur expérience, de leur vision, surtout orientée valeur. Tu veux que je me mette... Ah, pardon, je suis pas au bon endroit. Je me fais engueuler. Faut que je m'assoie? Oui, d'accord. Bon, excusez-moi. Donc, à notre table, on a Mastercard. Je vais commencer par les dames. Alexandra Zana, qui est vice-président business développement chez Mastercard en France. Nicolas Ribaud, donc, qui dirige, qui est Chief Customer Officer de Budget Insight. Non, c'est pas tout à fait ça. Il me fait les gros yeux. Bon, tu préciseras. D'accord. Donc Fabien, il est là. Qui dirige, enfin qui est fondateur et CEO de Lovis, une néo-assurance. Donc là, ça va être assez sympa. Et puis Eric, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aussi, donc CEO de Trésor. Je crois que c'est plus la peine de le présenter. Ça a déjà été fait, il me semble. Voilà. Moi, personnellement, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Bruno Cambounet. L'open banking, c'est un sujet qui me passionne depuis près d'une dizaine d'années maintenant. J'ai beaucoup bossé en Angleterre sur les sujets d'open banking framework avant même qu'on parle de PSD2. Quand il s'agit de parler de PSD2, j'ai essayé d'œuvrer pour faire converger ce que le CMA UK demandait avec la PSD2. J'étais pas tout seul, on était dans un petit groupe, dans un petit comité là-dessus. Ensuite, quand le Berlin Group s'est ouvert aux non-bancaires, je me suis précipité. On a travaillé sur l'open banking, ça commence à dater, hein, ça fait bien 5 ans que ça existe, ça. Et puis petit à petit, on a structuré le Berlin Group pour avoir un petit peu plus de demande du marché. Et la demande du marché aujourd'hui, que je représente, hein, j'ai l'honneur d'être co-chair de cette partie-là depuis plus de 2 ans. Il doit y avoir 95 organisations qui participent, avec 150 personnes à peu près qui sont relativement actives sur le sujet. Voilà. Et dans ma vraie vie, c'est-à-dire celle qui me nourrit, je travaille chez Sopra Banking. Je suis Head of Research là-bas sur les sujets bancaires. Et j'ai rejoint Sopra Banking il n'y a pas si longtemps pour créer ce qui s'appelle une plateforme d'engagement digital, une DBEP, dans le petit nom, petit jargon réservé aux vrais sachants. Donc j'élaborais pas trop. Qui est là justement pour tirer parti du digital, pour engager l'ensemble de l'écosystème. Donc pas seulement les clients finaux, mais aussi les partenaires. C'est un vrai sujet dont on parle beaucoup avec beaucoup d'entre vous ici. Voilà, donc moi j'ai envie, une fois, là j'ai peut-être beaucoup parlé, donc je vais me calmer. On va revenir sur la vraie vie. Donc on va peut-être pas parler, on viendra à parler d'API, de PIS, d'AIS, de tout un tas de trucs qui nous intéressent nous tous, au sens de l'industrie bancaire, l'industrie financière au sens large. Hein, au cas où vous auriez loupé le passage, mais il y a déjà 18 mois qu'on travaille beaucoup sur l'open finance. Berlin Group a déjà sorti les premiers standards juste à l'été. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais enfin celui-là je le connais un peu. Et on va parler plutôt des valeurs d'usage. On va parler des trucs de base, hein, puisque PSD2 c'était paiement d'abord.
On va commencer par les paiements, mais plutôt sous l'angle d'abord de la valeur d'usage pour les marchands, pour les clients finaux, pour les clients d'une manière générale, et puis comment tout ça s'articule. Et donc pour commencer, j'ai envie de donner la parole à Alexandra et à Nicolas pour qu'ils nous en parlent. Hein. Oui, Merci. avec plaisir. Vous m'entendez ? Oui, donc je voudrais en préambule dire que nous, chez Mastercard, on croit vraiment à la valeur de l'open banking. Alors, on est historiquement à Skimcart, mais aujourd'hui, on a une stratégie multirail et on pense que l'open banking peut vraiment apporter de la valeur sur des cas d'usage qui sont complémentaires à ceux de la carte. Et voilà, et on souhaite vraiment accompagner toutes ces expériences de paiement pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers et des entreprises. En complément donc de la carte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a développé des offres open banking et fait des acquisitions, notamment récemment sur ce marché. Et puis peut-être juste aussi redonner un chiffre de marché en intro. Quand on regarde la croissance de ce marché, on est passé de 30 millions de connexions API en mars 2021 à plus de 100 millions en septembre 2021. Et donc rien que cette croissance, quelque part, elle atteste de la valeur de ce marché. Et donc la valeur en fait open banking, elle se voit comment? Donc si on prend effectivement ce que tu disais Bruno, d'un point de vue consommateur final, ça va lui permettre beaucoup de choses et ça va lui permettre notamment, donc si on regarde la partie paiement, de pouvoir faire un top-up, donc un rechargement de son compte en initiant un virement, de pouvoir payer sur un site e-commerçant un montant avec un panier élevé, puisqu'il ne va pas être limité par le plafond de sa carte, de pouvoir régler une facture quand il va recevoir un lien de paiement, et notamment avec le nouveau standard de Request to Pay qui est en train de se développer, de pouvoir payer sa facture comme ça, sans être limité par le plafond carte, et puis avec une expérience de paiement qui est beaucoup plus fluide et plus rapide, puisque pas besoin de saisir un RIB, un IBAN, tout est pré-renseigné, le formulaire de paiement est déjà pré-renseigné, et puis côté marchand, la réconciliation est facilitée, puisqu'il va recevoir un virement avec des informations sur il va pouvoir réconcilier le paiement qui a été fait avec le bien qui a été acheté. Le marchand va aussi avoir a priori des taux de conversion boostés, puisque pas de limite de plafond, des expériences de paiement qui sont beaucoup plus fluides et rapides, des coûts d'acceptation réduits par rapport à la carte, une instantanéité du règlement avec le développement du virement instantané. Et puis, alors pour le marchand, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'irrévocabilité du virement. Hein, je ne peux pas contester et revenir sur mon paiement. Donc, une fois que c'est fait, le marchand il est sûr d'être payé. Et puis, il a la sécurité puisque l'authentification est faite à chaque fois. Donc, en fait, on voit bien que des deux côtés, l'open banking apporte une vraie valeur. Oui, exactement. Pour compléter, déjà c'est très complet. On était au Money 2020, là, le gros événement sur le paiement européen. On s'est rendu compte que finalement le niveau de connaissance, de compréhension de ce que pouvait faire l'open banking dans le domaine du paiement était encore assez léger, pas tout à fait compris par tout le monde. Hein. Donc là, ce que tu as dit Alexandra, effectivement, ça permet un peu d'illustrer, mais concrètement, si on revient même à la genèse de la DSP2 et de l'open banking, au départ, les premiers paiements par virement intégrés chez les commerçants, ça s'est fait en Allemagne, je ne sais pas si vous le savez, avec une société qui s'appelle Sofort, qui a été rachetée par Klarna maintenant, et qui avait une problématique, c'était dans un marché qui est très orienté cash en Allemagne, les gens utilisent peu la carte, comment est-ce que les e-commerçants peuvent capter du paiement, d'accord ? C'était vraiment ça le sujet. Et donc on a commencé, des acteurs comme Sofort ont commencé à faire du paiement en scrapping à l'époque, donc ils reproduisaient le comportement de l'utilisateur sur des sites internet, sur le site internet de leur banque pour initier des paiements chez le marchand embarqué, d'accord ? C'est comme ça que ça a commencé. Et derrière, la DSP2 a été écrite. Et effectivement, on s'est beaucoup concentré sur la lecture des comptes, qu'on appelle l'AIS. Mais aujourd'hui, on voit vraiment de la valeur qui est en train de se dégager sur le PIS. Et donc, de plus en plus de commerçants, mais pas que, des plateformes de paiement de manière générale, des logiciels de facturation également, des logiciels de comptabilité, sont en train de s'intéresser de très très près et d'intégrer les solutions de paiement de manière générale. Donc effectivement, le paiement instantané, c'est pas lié à la DSP2, mais forcément, si on combine paiement instantané et paiement PIS DSP2, forcément on commence à avoir un combo qui est assez sympa, puisque directement quand on est chez son commerçant ou dans son logiciel de paiement de facture, on va pouvoir initier un paiement pour payer sa facture en 2 secondes avec un paiement irrévocable. Donc ça, c'est effectivement des choses qui sont là. Mais les autres choses qui sont en train d'arriver, c'est le paiement. Alors il y a le paiement programmé aussi qui est déjà là, mais il y a aussi le paiement récurrent. Donc c'est-à-dire on va pouvoir développer des logiques d'abonnement, de paiement récurrent tous les mois, toutes les semaines, peu importe, sur des montants qui sont prévus.
Forcément, c'est une véritable alternative à des systèmes de prélèvement sur lesquels on peut avoir des problématiques de rejet, notamment, et du coup de frais pour le consommateur, comme pour celui qui génère le prélèvement, d'ailleurs. Et là où il y a une grosse attente et où on travaille pas mal avec les banques pour que ce soit désormais disponible dans les API, c'est aussi le paiement groupé. Donc, c'est-à-dire que très bientôt, là, il y a 2 banques qui ont sorti la fonctionnalité sur leurs API. Nous, chez Budget Insight, en train de les intégrer. Ça va être la possibilité, depuis son logiciel de facturation, par exemple, son logiciel de gestion de manière générale, par exemple, de payer tous les salaires de l'entièreté de la boîte en une seule fois, avec une seule authentification forte, ou alors de payer X nombre de factures en une seule fois avec une seule authentification. Donc voilà, de manière générale, juste pour conclure ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on est en train de développer non pas un moyen de remplacement des moyens de paiement existants, hein, on n'est pas là pour tuer le chèque, pour tuer la carte bleue, etc. Il y a suffisamment de quoi s'occuper sur tous les moyens de paiement. On développe une alternative qui a de véritables avantages. Et aujourd'hui, on est encore au début, mais il y a des cas concrets qui sont en train de s'implémenter. Merci. Merci à tous les deux pour déjà planter le décor. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste sur le sujet du paiement, qui est quand même un truc qui pourrait passer pour quelque chose de base, vous voyez la multiplicité des moyens, que ce soit des rails ou des canaux de paiement, hein, comme tu mentionnais, ou que ce soit des moyens de payer. Hein, on voit la multiplicité des situations qui génèrent le besoin comment dirais-je, d'utiliser les technologies d'open banking, grosso modo, d'utiliser des services élémentaires pour pouvoir effectivement créer des parcours. Et ça, c'est que le début de l'histoire, en fait, de l'open banking et de l'open finance. Alors, justement, on va faire un bond, alors carrément de l'autre côté, pour s'intéresser aux chaînes de valeur, puisque on est ici à NeoDay, des acteurs néo, entre guillemets, on en est tous plus ou moins, en fait, puisque Neo, c'est l'autre petit nom de digital. On aime bien rajouter des noms pour sortir des concepts. En l'occurrence, je pense que c'est intéressant parce que c'est une position sur le marché qui est différente. Une position vis-à-vis des clients finaux ou des entreprises ou de l'écosystème en général. Et donc peut-être on peut commencer par... alors là, je vais résolument de l'autre côté, par toi, Fabien, pour parler de la néo-assurance, hein, puisque là, pour le coup, on sort de la banque, mais pas tout à fait. Bonjour à tous. Alors c'est peut-être pour ça que vous m'avez un peu exclu. Vous vous demandez peut-être effectivement. Non, c'est parce que je voulais pas moi être exclu, mais je voulais être sûr que vous me sortiez pas. Vous vous demandez peut-être effectivement ce que je fais là dans un panel d'open banking. Alors c'est vrai que dans ma startup précédente, je travaillais dans l'open banking et dans une plateforme de financement de banque qui est une licorne et qui est une grosse boîte. Finalement, je trouve ce qui est intéressant pour lier avec le point de l'open banking, c'est qu'il me semble qu'il y a une vision un petit peu erronée de l'open banking, que c'est finalement une régulation et une évolution de marché qui va être uniquement favorable pour les fintech, qui est un peu la conception classique. Mais je vais vous donner 2 exemples assez parlants à mon avis. Je pense que l'open banking, c'est aussi un atout et une opportunité considérable pour les acteurs classiques, qu'ils soient bancaires ou assurances, pour développer plus vite, mieux, de manière plus digitale, des business qu'ils n'auraient pas pu faire. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu la big picture pour bien parler français et voir qu'il y a des bénéfices dans les 2 sens. Donc par exemple, dans mon ancienne boîte, Deposit Solutions, on travaillait avec Crédit Agricole Consumer Finance, donc qui n'est pas une petite banque, et c'était une plateforme de financement. Et donc eux-mêmes faisaient du financement retail en Allemagne. Ils le faisaient depuis des années. Ils payaient très cher, ils avaient très peu de volume. Donc ils avaient l'expertise, parce qu'ils faisaient ça dans beaucoup de pays, mais pourtant ils ont souhaité utiliser la plateforme de Deposit Solutions pour complémenter et finalement pour toucher des clients qui n'arrivaient pas vraiment à activer et à qui ils n'arrivaient pas à parler pour avoir ce financement. Donc finalement ça peut être win-win pour les deux, à la fois pour les fintech mais pour les grandes structures. Et pour revenir un petit peu plus près de ce que je fais aujourd'hui, donc chez Lovis, on est une néo-assurance, on fait 5 produits, qui sont l'habitation, l'auto, smartphone, l'assurance chien-chat.
Et on travaille avec de nombreuses néobanques, puisque c'est la néodé. Et finalement, on leur apporte une expertise très forte sur le digital. On a une mission qui est finalement très simple, c'est de rendre l'assurance cool, sympa, transparente, 100% digital. Et on travaille avec des acteurs, c'est ça qui est intéressant, comme par exemple le groupe La Banque Postale, qui ont déjà cette expertise, qui ont déjà ces produits, mais qui ont quand même besoin de travailler avec des acteurs comme nous, parce que on leur apporte une vraie valeur ajoutée sur l'aspect digital, sur l'aspect marketing. Et finalement, le digital, on peut le voir de plusieurs lectures, mais il y a la manière de dire, on prend un produit sur l'étagère, on essaie de le vendre de manière digitale. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de banques, d'assurances qui ont essayé de le faire, ça ne marche pas. Donc, des acteurs comme Lovis, où on a repensé totalement le produit, l'ADN du produit, pour le vendre de manière digitale, ça change complètement la perspective. Et donc, finalement, l'intégration, utiliser les points forts des institutions classiques, que ce soit la confiance pour les banques, l'infrastructure et le risque assurantiel pour les assureurs traditionnels, et y ajouter cette touche de simplification digitale et marketing qui parle aux nouvelles générations. Je pense que ça fait à la fin un produit très fort, très structuré et qui plaît au client, qui est dans l'avantage du client. Merci Fabien. Je pense qu'effectivement, alors ce qui est intéressant, c'est que, et très excitant, c'est de voir que tout ce qu'on fait sur l'open banking, parce que derrière des choses sympathiques, on voit bien qu'il y a des problématiques dans les chaînes de valeur dont on parle. Des problématiques de, comment dirais-je, ne serait-ce que du consentement de l'utilisateur final à utiliser un certain nombre de données, à les stocker éventuellement, et jusqu'où, pour combien de temps et sur quel produit, à pouvoir déclencher des services un peu compliqués. Enfin, les services d'assurance, c'est quelque chose, les services de crédit, c'est encore autre chose. Mêler l'interlocution et l'expérience client, tout en étant ouvert et en laissant à d'autres éventuellement de les produire en marque blanche, c'est pas simple. C'est pour ça que l'open finance et l'open banking nous préoccupent tant au niveau de l'industrie financière, mais il ne faut pas perdre le sens du sujet. Le sens du sujet, c'est d'apporter de la valeur au client final, et j'aime beaucoup les exemples qui ont été cités, que ce soit en paiement, que ce soit en assurance. Alors, Trésor a été assez novateur sur ce sujet-là dès l'origine, en créant une RegTech sur cette thématique. Et Eric, je te laisse en parler, tu en parleras mieux que moi, je pense. Alors, oui, nous, on a commencé très tôt à apporter... on a commencé par la chaîne de paiement, en fait, au départ. Parce qu'on en a parlé... l'industrie du paiement a quand même beaucoup évolué. On fête cette année notre 5e anniversaire, et en 5 ans, voilà, on a quand même aidé une centaine de fintech à déployer leur modèle. Et si elles ont pu déployer leur modèle, c'est parce que justement on avait ouvert un petit peu le paiement et la banque en proposant des API, ce qui leur a permis de créer des cas d'usage et disrupter certains services et faire avancer, on va dire, certains sujets dans la société. Là, aujourd'hui, on parle d'une étape un petit peu supplémentaire, je pense, à mon sens. Alors, certes, nous continuons à parfaire un peu la boîte à outils, et effectivement, Trésor est aussi maintenant en capacité de faire de l'agrégation de comptes, du payment initiation, de l'instant paiement, etc. On peut saluer l'intervention des banques, enfin, notamment en ce qui nous concerne. Je le faisais ce matin, mais je saluais l'intervention du groupe Société Générale qui est venu aussi apporter sa pierre sur cette construction que nous ne portons plus tout seuls. Et ça nous aide énormément de pouvoir améliorer notre, on va dire, appareil industriel. Et si maintenant on considère que cet appareil industriel est en capacité de répondre à tout un tas de cas d'usage, et tu en parlais aussi, Nicolas, sur quelle expérience utilisateur on peut amener sur le paiement, etc. Bon, Alessandra, je crois que c'est la première fois que j'entends parler Mastercard, et ça me fait très plaisir, surtout que on est membre principal de Mastercard, et il n'a échappé à personne qu'on travaillait beaucoup ensemble. Finalement, on avait presque l'impression que la carte s'était dépassée, quoi. C'est violent, hein. Enfin bon, allez, c'est un petit trait. Mais c'est pas le cas, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la carte, c'est que de l'humour. Ce que je voulais dire, c'est que, et on en est très conscient parce qu'on développe beaucoup de services aussi sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que l'open banking, ça pourra apporter certes de l'assurance, certes du financement, certes du scoring, etc.
mais ça peut apporter encore beaucoup plus d'autres choses dans notre société. Je pense par exemple à tous ces cas d'usage très intéressants qui viennent, qui apparaissent, comme les personnes en vulnérabilité, quels sont les services qu'on peut proposer et quels sont les cas d'usage qu'il y a. Et il y a des vrais besoins dans notre pays, il y a des vrais manques et qui sont en train d'être adressés par des personnes qui s'investissent beaucoup sur ces sujets-là. On peut aussi imaginer l'éducation qu'on peut tous, ou l'instruction qu'on peut prendre, l'éducation, que ce soit, alors on voit passer des modèles d'affaires sur les parents-enfants, etc., certes. Donc l'open banking peut aider à comprendre un peu où c'est qu'on dépense et comment on dépense. Mais les entreprises aussi, elles peuvent apprendre de leurs habitudes financières et elles peuvent peut-être se dire, voilà mon empreinte que je laisse sur la société, sur le futur. Est-ce que finalement je confirme en regardant toutes ces datas que mes valeurs, finalement est-ce que je confirme que je suis dans mes valeurs et que je travaille à ces valeurs? Enfin voilà, on peut imaginer des cas d'usage très profonds et vraiment différents qui vont prendre des racines dans le paiement, mais qui vont finalement apporter, qui vont être au service de valeurs beaucoup plus profondes et sociétales. Oui, alors tu as raison. Peut-être juste pour fixer les idées. Le premier sujet auquel on arrive, c'est que finalement, on parle beaucoup de paiement, mais c'est juste pour illustrer. Le paiement, c'est un maillon de la chaîne dans une relation commerciale. Les crédits, c'en est un autre. L'assurance, c'en est un troisième, etc., etc. L'objectif, finalement, de ces plateformes qui sont relativement invisibles ou qui offrent en marque blanche leurs services, c'est pour permettre à des tiers qui ont l'interlocution client sur telle ou telle niche de clients ou de préoccupations, de pouvoir aller piocher, combiner en fonction des besoins et pour créer la meilleure offre possible pour le client final, qui peut être entreprise, comme tu le citais, ou qui peut être évidemment client final. Alors tu touches un point important, c'est un point sur lequel nous tous on a quelque chose à dire, c'est finalement comment dirais-je, le ESG, enfin l'apport en termes de solidarité, en termes environnemental, etc. Puisque l'open finance, ça nous touche tous, l'open banking, ça nous touche tous bien sûr, mais c'est quand même très banking-centrique et très finance-centrique. Donc ça reste un moyen, ça reste un fédérateur d'écosystème, et Dieu sait qu'on est tous, on a plein de choses à raconter, fédérateur d'écosystème pour l'ensemble de la société. Et c'est vrai que c'est très intéressant, moi personnellement je trouve que depuis 2-3 ans, il y a une vraie tendance à utiliser, tirer parti de cette ouverture, qui a été quand même beaucoup poussée par la réglementation ici en Europe, pour aller au-delà et justement apporter de l'inclusion financière, on va parler d'inclusion financière, sur un petit peu diverses populations. Compte Nickel avait fait des choses pour les non bancarisés, pour différentes raisons, on pourrait en parler, mais l'inclusion financière, ça va bien au-delà. D'ailleurs, tu as commencé à citer un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Nicolas, je te sens chaud là. Tu m'as vu. Non, oui, en effet. Ce qu'il faut comprendre, et j'aime bien revenir à la source, au départ, la DSP2 a été écrite pour favoriser pour augmenter la compétitivité du marché des services financiers de manière générale, favoriser l'innovation. La conséquence, c'est apporter évidemment davantage de valeur aux consommateurs et aussi baisser le prix des services. D'accord ? Aujourd'hui, la vision long terme de l'open banking, c'est plutôt ça. C'est comment est-ce que le consommateur va pouvoir disposer de sa donnée financière, puisque ce n'est pas la banque qui est propriétaire de la donnée financière, c'est le consommateur lui-même, et avec quel service il va la partager, cette donnée, pour aller chercher de la valeur, quelque chose qui va mieux lui correspondre, un service avec des avantages compétitifs qu'il n'aurait pas trouvé ailleurs et des services qui sont innovants. Donc à partir de là, une fois qu'on a bien compris ça, on va voir des modèles qui vont émerger. Alors typiquement, si on va sur des sujets plus spontanés comme l'empreinte carbone par exemple, ou mesurer l'impact de sa consommation de manière générale, on voit qu'il y a des acteurs qui sont en train d'émerger là-dessus. On peut parler par exemple de Greenly qui est passé récemment d'ailleurs en production avec la BNP. Il y a pas mal d'autres acteurs dans le domaine du PFM, BFM, qui développent des solutions d'analyse transactionnelle sur l'ensemble de la donnée financière pour analyser les comportements de consommation des utilisateurs.
Nous, ça fait partie des sujets aussi qu'on travaille notamment avec vous, Mastercard, parmi d'autres sujets. Et donc, de manière générale, on se retrouve avec un utilisateur qui lui-même a une visibilité sur un comportement de consommation. Il va y retrouver une valeur, quelque chose qui a du sens pour lui, et donc il va pouvoir adapter son mode de consommation. Nous aussi, on travaille sur, comme chez Budget Insight, on ne s'arrête pas à la donnée des comptes de paiement, on travaille aussi sur tout ce qui est compte d'investissement. On travaille avec des acteurs aujourd'hui qui sont capables de vérifier l'empreinte ESG d'un portefeuille d'investissement. Qu'est-ce que j'ai dans mes comptes titres, sur mon PEA et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a des acteurs qui peuvent avoir une valeur de conseil et réorienter les investissements vers des fonds ISR, par exemple, ou des choses comme ça. Donc de manière générale, on a une meilleure maîtrise pour l'utilisateur. Peut-être l'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est sur tout ce qui est crédit et microcrédit. On parle d'acteurs comme Finfrock par exemple, comme Alma, qui se sont engagés très récemment publiquement sur le fait d'accompagner les gens dans la maîtrise de leurs finances et de délivrer, non seulement d'adresser une cible qui sont les exclus du monde du crédit, je pense notamment aux entrepreneurs, qui doivent attendre parfois d'avoir 2-3 ans de bilan pour pouvoir obtenir un crédit et qui sont bloqués dans leur vie, dans tous leurs projets. Et donc, grâce aux analyses algorithmiques des données open banking de plusieurs établissements, on arrive à financer des profils qui n'avaient pas accès au crédit auparavant. Et en même temps, l'autre versant, c'est avoir des systèmes de crédit qui luttent contre le surendettement. D'accord, puisqu'aujourd'hui, les banques y font face, vous le savez, à forcément parfois des gens qui jouent un peu avec les limites du système, des falsifications de documents, etc. Et avec l'open banking, forcément, on capte la donnée directement à la source et on garantit le risque de falsification. Et on identifie aussi les autres sources potentiellement s'il y a d'autres comptes et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je voulais prendre quelques exemples assez concrets avec des acteurs et ce qu'ils font pour dire l'open banking, c'est pas juste tout le monde est beau, il partage sa donnée, etc. En vérité, pour être très très clair, payer pour partager sa donnée, et c'est ce que je vends, le partage de la donnée, personne ne le fait, d'accord. On ne paye pas pour avoir accès à sa donnée. Par contre, on est prêt à payer et à s'engager pour la valeur qui est donnée derrière, d'accord. Et une valeur qui fait sens, qui fait écho à ses valeurs personnelles, j'entends. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de tout ça. Oui, mais merci Nicolas. Je sais pas, tu veux compléter, Fabien? Alors, peut-être pour aborder un autre angle un peu plus corporate, pour moi c'est très simple, il n'y a pas de réussite dans le monde d'aujourd'hui sans de start-up ou même de grands groupes, sans se poser la question de l'impact qu'on va avoir sur la société. Donc c'est un thème qui est venu à la fois du monde de l'investissement, des fonds de VC, des fonds ISR. Je travaillais dans mon ancienne vie, j'ai fait les premiers green bonds pour la ville de Paris et la région Île-de-France. On voit que maintenant c'est un marché qui est devenu gigantesque. Donc face à ça, comment on se positionne? C'est un travail qui est tellement intrinsèque à la création des produits, à la manière de communiquer, à la manière de vendre, que finalement ça peut être un petit peu waouh, un effet de ça va être trop compliqué, on ne peut pas tout changer. Et donc je pense que l'open banking, comme tu mentionnais, peut déjà aider facilement, et c'est ce qu'on fait par exemple chez Lovis en travaillant avec des boîtes comme Greenly, à mapper un petit peu une partie, donc ça peut être l'empreinte carbone ou ça, pour pouvoir finalement, un sujet qui est tellement gigantesque et transversal, prendre un fil et commencer à le tirer. Et ça, le fait que ça soit automatisé, qu'il y ait un transfert des données, qu'il y ait des accès au compte bancaire, ça rend la chose plus simple, plus user-friendly, et donc ça permet finalement de démocratiser un petit peu ça, et que ça ne soit pas que les grandes boîtes d'énergie, les Total et autres, qui ont des équipes désarmées pour vraiment se présenter sous cet angle et réfléchir aux problématiques ISR. Donc ça, je pense que c'est un des atouts majeurs de l'open banking, de permettre aussi à des petites structures de pouvoir commencer à travailler sur on va dire le chantier, comment on construit, et après avoir les données pour pouvoir réfléchir à où on va être demain, quel va être notre impact sur la société, et finalement petit à petit transformer la manière dont on fait du business avec une forte culture des valeurs, et qui ne soit pas uniquement du greenwashing, parce que je pense qu'il n'y a plus du tout de tolérance du marché pour les fausses déclarations de on est green. Et donc maintenant il va falloir aller un peu plus loin, et l'open banking peut vraiment aider à avoir les armes pour se poser les bonnes questions, à mon avis là-dessus.
Oui, je pense que tu as raison. D'ailleurs, ça me fait penser, l'inclusion financière, c'est un sujet très large, en fait. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'inclusion des non bancarisés, on a parlé de l'accès au crédit, mais c'est un sujet de société mondiale. Nous, par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on a fait chez Sopra Banking, on est partenaire de Tink, d'ailleurs, sur la partie purement open banking pour aller accéder aux différentes données. Et sur la base de ces différents services, on a créé un service de transfert nord-sud, de telle sorte à ce qu'une banque en Afrique puisse proposer à ses diasporas ici en Europe facilement des transferts d'argent qui tirent parti des réglementations open banking, en particulier de PSD2, qui en tirent parti en termes tarifaires notamment, tout en implémentant tout ce qu'il faut en termes de monnaie, d'anti-money laundering, etc., pour, in fine, réussir à avoir et à offrir une solution de transfert d'argent à un coût qui est incomparable par rapport au coût qui existe jusqu'à présent. Et si vous vous rappelez CEPA sur la zone Europe, l'objectif de CEPA, c'était d'homogénéiser cette zone euro de telle sorte à réduire les coûts anthropique finalement des moyens de paiement et libérer ces coûts pour dynamiser l'économie. C'est exactement ce qu'on fait, et c'est d'ailleurs la volonté de la Banque mondiale d'une manière générale, quand on fait ce type de solution. Voilà un autre exemple d'inclusion financière et de comment l'open banking œuvre pour la société. Je suis sûr qu'Alexandra a des choses à rajouter d'ailleurs. Peut-être juste une illustration pour compléter, parce que je rejoins complètement ce qui a été dit sur l'empreinte carbone, la possibilité d'avoir une vue agrégée de son empreinte carbone et sur l'accès au crédit. Sur le volet social, on en discutait en interne, il y a aujourd'hui des milliards d'euros d'aides, enfin de prestations sociales qui ne sont pas versées parce que les personnes n'ont tout simplement pas conscience qu'elles peuvent bénéficier de ces aides-là. Et donc le fait d'avoir accès aux données bancaires via l'open banking pourrait permettre de déterminer cette éligibilité et de mieux distribuer justement ces aides sociales. C'est super ce que tu cites parce que ça me fait penser à une autre start-up là que je n'ai pas vue qui s'appelle Moneytrack, parce qu'un des problèmes des subventions justement c'est le coût administratif. Donc la question qui se pose c'est comment est-ce que d'un côté j'assure une traçabilité et que je subventionne bien ceux qui qui le doivent, qui le méritent, etc. sans pour autant rajouter une charge au domaine public pour effectivement piloter ces subventions. Et c'est là que des solutions basées sur la blockchain, je pense à Moneytrack en particulier, qui a une solution de monnaie dirigée. Je fais un peu de pub pour Christophe, je ne sais pas si... bref, mais je trouve cette solution vraiment, vraiment superbe parce que c'est un parfait complément de l'open banking pour traiter le sujet. Et là, je voudrais en revenir sur la valeur, parce qu'on voit bien que c'est la combinaison des services qui fait la valeur de l'ensemble. Et l'open banking, maintenant, on parle beaucoup d'open banking, mais le fond du sujet, c'est l'open finance, parce que l'open banking a quand même une connotation réglementaire, a une connotation d'obligation donnée aux banques d'aller faire un certain nombre de choses. Alors, en fonction des pays, ça a pris différentes tournures, mais c'est quand même un peu ça. La suite de l'open banking, on y est maintenant, alors certains l'appellent l'open banking, mais c'est ce qu'on appelle l'open finance, où là il va y avoir des services à valeur ajoutée, et d'ailleurs pas forcément gratuits, le plus souvent payants, et c'est là que ça va devenir sympa et intéressant, parce que du coup, tous les acteurs de la chaîne doivent travailler ensemble pour fédérer l'écosystème et pour produire de la valeur. Et éventuellement, évidemment, tirer un petit peu parti. Je crains qu'on arrive à peu près vers la fin, mais je voudrais, en mot de la fin, là, que chacun d'entre vous donniez un petit peu votre point de vue sur les conditions de succès, ou les clés de succès, enfin, ce que vous avez envie de partager avec l'écosystème, là, le petit entre nous, là, dans la finance. Eric, tu veux... Ouais, moi, je terminerai en faisant un petit rappel sur Trésor. Pourquoi Trésor ? Trésor, ça veut dire notre trésor, c'est les arbres. C'est un jeu de mots, en fait. Et je me régale, 5 ans après avoir bouleversé un petit peu le paiement, ouvert les choses, convaincu une banque de venir nous rejoindre, travailler ensemble. Je me régale de voir qu'on comprend, on commence à comprendre qu'on est gentiment en train de redonner un petit peu la main aux personnes pour qu'elles puissent prendre des bonnes décisions parce qu'elles sont éclairées, on leur a expliqué, on leur a donné les outils pour comprendre, de bien comprendre le pourquoi de leurs décisions et le comment de leurs décisions, etc. Ça, moi qui suis fondateur de cette marque, je me régale un petit peu. Et
Et juste pour dire que finalement, on a une chance extraordinaire, parce que c'est véritablement une chance de pouvoir un petit peu changer les choses. Et là, on s'aperçoit de tous les cas d'usage. On a parlé un peu de technologie, etc., mais il nous faudrait des heures pour mettre tout ça sur la table et de comprendre combien le sujet est profond, combien il est porteur de dynamique et vraiment de positif pour travailler un petit peu tous ensemble à revoir un petit peu certains usages. Et, voilà. Et je suis, voilà, moi personnellement, je suis très content qu'on puisse avoir ces débats et voir que enfin les régulateurs se sont un petit peu saisis des sujets, les acteurs industriels se mettent au travail. Enfin bref, on a un boulevard devant nous pour construire les cas d'usage de demain. Et à nous de prendre la responsabilité de donner les moyens et les outils à tous les acteurs pour prendre des bonnes décisions et des décisions éclairées. Et c'est vrai pour les fintechs, c'est vrai pour les banques, mais c'est aussi vrai pour les entreprises et les consommateurs. Et là, on a, je crois, un boulevard en tant qu'industriel pour apporter des véritables solutions pour faciliter ces décisions. Ouais, je voudrais juste compléter et notamment rebondir à ce que tu disais, Eric, tout à l'heure sur finalement c'est étonnant d'entendre Mastercard prendre la parole comme ça. Effectivement, on a beaucoup parlé de la valeur de l'open banking. Pour parler de facteurs clés de succès, je pense qu'il faut aussi être conscient des limites qu'on rencontre sur l'open banking et mettre ça en regard de la force du modèle carte, justement. Aujourd'hui, si on regarde sur le volet paiement, l'initiation de paiement de l'open banking, aujourd'hui, c'est un marché qui démarre et qui manque encore de maturité. On a des parcours clients et des UX qui ne sont pas homogènes, des authentifications qui vont être différentes d'une banque à l'autre, des parcours qui ne sont pas encore complètement fluides et automatisés. Donc c'est un marché qui est en train de se créer, qui est en train de se structurer. Et côté consommateur final, on n'a pas forcément encore les mêmes garanties qu'avec un paiement carte. Aujourd'hui, quand je paye un voyage avec ma carte, j'ai des garanties, j'ai des assurances. Quand je le fais avec un virement, je ne les ai pas. Pareil, si je veux contester mon paiement parce qu'il y a eu fraude ou parce que j'ai reçu un bien qui n'est pas conforme à ce que j'ai commandé et que je veux être remboursé, aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu avec l'initiation de paiement. Et donc, il y a tout un ensemble de règles et quelque part de standards communs à créer. Et c'est aujourd'hui la force du modèle carte. Et je pense que ça sera un des facteurs clés de succès de l'open banking sur le volet paiement, c'est de réussir à créer ce standard et quelque part ce scheme ou ce standard commun. Peut-être que ça sera le request to pay qui est en train de se mettre en place. Et puis peut-être que le deuxième facteur clé de succès, ce serait d'arriver à trouver un business model, on en parlait un petit peu, qui soit viable pour l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Oui, merci Alexandra. Alors juste pour répondre à la question, puis après je vous donne la parole aux autres. Il y a un scheme qui est en train d'être lancé, qui s'appelle SEPA API, qui va justement donner un niveau scheme aux standards dans lesquels, enfin, personnellement, et puis beaucoup d'entre vous participent. Qui veut compléter le facteur de succès? Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux rajouter oui, 100% d'accord sur le fait que l'utilisateur revient au centre. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le véritable combat des établissements financiers de manière générale, il doit se jouer là-dessus. Il doit jouer et nous, tous les acteurs fintech, open banking qui sommes autour, on est là pour participer et accompagner les établissements financiers à mener ce combat-là, parce qu'il y a aujourd'hui des géants sur le marché qui sont très très forts en expérience utilisateur. Et on fait déjà des choses fabuleuses tous ensemble pour créer des UX qui valent le coup, qui nous permettent aussi d'avoir une certaine souveraineté européenne sur ce qu'on fait en termes de traitement de la donnée et ainsi de suite. C'est aussi une certaine vision de ce que doit être l'accès à la finance de manière générale. Et donc il y a déjà beaucoup de coopération, beaucoup de choses qui marchent très bien. Il faut continuer de le développer. Mais les initiatives sont là. Il n'y a même pas de sujet, effectivement, et c'est le deuxième point, on est déjà à l'open finance, on n'est plus dans l'open banking. L'open banking, c'est tirer les câbles, créer les connectiques avec les API. Alors oui, il y a beaucoup de choses encore à porter à maturité, et je suis d'accord avec Alexandra là-dessus. Les expériences utilisateurs ne sont pas tout à fait bonnes. Qui prend la responsabilité de quoi, à quel moment, les couvertures, etc. On n'est pas du tout encore au même niveau de couverture qu'on peut avoir sur des paiements cartes, par exemple, sur du PIS, mais c'est émergent et ça va vite. Et aujourd'hui, il y a des acteurs, je pense notamment au groupe La Poste, avec DocaPost, qui a intégré nos solutions de paiement. Ça y est, c'est en cours de déploiement sur plus de 2000 entreprises en France. C'est en train de se passer. Mais à nouveau, pareil, nous on est dans des positions fintech où on amène la technologie et on travaille main dans la main avec des acteurs ultra solides, très très structurés sur les sujets LCBFT, etc. pour permettre le déploiement. Donc voilà, donc customer centric à fond
et coopération plus que jamais, parce que les enjeux sont là et il faut les saisir. Il y a un véritable élan. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a un véritable élan, il y a quelque chose qui est en train de se passer là-dessus. Je pense qu'on a une véritable carte à jouer. Il y a vraiment un foisonnement d'innovation en Europe en ce moment. Donc profitons-en. Je rajouterais, évidemment totalement d'accord avec vous, et peut-être le troisième élément, après ce que tu viens de mentionner, c'est la transparence. Parce que je pense toute cette nomenclature qui est rendue possible grâce à l'open banking, tous ces câbles doivent être non seulement au service du client, mais l'open banking pour la personne lambda, personne ne sait ce que c'est un peu la main invisible des fintechs et des méchants banquiers. Je pense que c'est important, que ce soit pour la PME, pour le particulier, de montrer concrètement que ces données passent de là à là, que les bénéfices pour lui sont ce nouveau produit génial. Chez Lovis, on peut souscrire à ces assurances en 2 minutes, on peut avoir toutes les mêmes assurances avec un paiement mensuel sans engagement, donc vraiment sur les modèles Spotify, Netflix. Ça, comme d'autres, je pense que on est dans un monde, enfin, moi je trouve ça hyper excitant, il y a plein de choses à faire et on a maintenant les moyens techniques et la capacité technique, réseau, data, pour pouvoir faire des super produits qui parlent à tout le monde et vraiment une accélération technologique très forte grâce à cet échange de données et à la contribution de chacun, que ce soit les institutions classiques, les fintechs. Et donc, on a tout pour réussir. Après, on va voir comment finalement chaque produit se fait. Mais je pense que c'est important non seulement de replacer le consommateur final et de lui montrer les bénéfices et d'être complètement transparent avec lui parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus transparent et on peut plus se permettre de cacher des données, des transactions. Donc, il faut être totalement ouvert. Oui, mais merci. Je pense que c'est beaucoup de témoignages super intéressants. Moi, si j'avais juste un truc à rajouter, c'est que effectivement, le succès, les facteurs clés de succès, ils ne sont pas individuels dans le domaine. C'est pas le secteur bancaire qui va gagner l'open banking, c'est pas les marchands, c'est pas les clients finaux, c'est pas nous autour de la table, c'est tous ensemble. Et je ne citerai pas ce que j'ai vu dans la presse il n'y a pas longtemps, parce que je pense que ce genre de débat est un débat du passé qu'il faudrait surtout oublier le plus vite possible pour se mettre ensemble et travailler ensemble. Parce que les sujets dont on parle, comment créer des cas d'usage qui protègent le client, qui traitent non seulement du virement d'un compte A à un compte B, mais qui traitent également de la sécurité de ce paiement, du remboursement possible, etc. Ça, c'est des cas d'usage dont il faut parler au sein de l'écosystème. Et là, je voudrais juste remercier Financier Innovation, non seulement de nous avoir invités aujourd'hui, mais souvenez-vous, enfin, pour ceux qui étaient là, fin juin, on a lancé l'initiative de lancer un groupe de travail sur l'open. Ce groupe de travail, on est en train de le constituer, de le structurer, justement pour discuter avec toutes les sensibilités sur le sujet, en partant des propositions de valeur pour les utilisateurs finaux, parce que c'est là que la valeur se fera ou se fera pas, de telle sorte à ce qu'après, quand on parle de standard, quand on parle de scheme, etc., que ce ne soit pas des débats de techniciens ou de métiers, d'acteurs bancaires ou financiers, mais que ce soit des débats réellement de société. Donc on est en train de lancer ça, j'y crois beaucoup, il y a beaucoup de gens passionnés et passionnants. D'ailleurs, je sens que dans la table ronde, il y a des nouvelles personnes qui vont venir nous rejoindre, c'est génial. Donc je vous invite à regarder ça d'un peu près. Voilà, merci encore à Finance Innovation pour cette table ronde.